Ils écrivaient des chansons d'amour ensemble. Ils ont élevé 2 enfants. Ils étaient inséparables. Du moins, c'est ce que le monde croyait. Mais dans ces derniers mois, France Gall a discrètement brisé cette illusion. Elle a évoqué des lettres cachées, des transactions immobilières secrètes à Los Angeles et une femme dont le nom n'avait jamais été prononcé en public. Michel Berger, l'homme qui lui avait tout donné, préparait aussi une fuite. Était-ce de l'amour, de la culpabilité ou quelque chose de bien plus douloureux? La vérité qu'elle a enfin révélée change tout. Le partenariat qui a transformé la pop française. Au début des années 1970, France Gall était déjà l'une des chanteuses pop les plus reconnaissables de France. Née en 1947 de Robert Gall, auteur pour Édith Piaf et Charles Aznavour, elle avait commencé à enregistrer de la musique à l'âge de 15 ans. Sa victoire à l'Eurovision en 1965 avec Poupée de cire, Poupée de son, écrite par Serge Gainsbourg, l'avait propulsée au rang de star internationale. Cependant, à la fin des années 1960 et au début des années 1970, la carrière de Gall s'était essoufflée. Sa popularité avait décliné et elle se montrait de plus en plus désillusionnée par l'image qu'on avait construite pour elle, notamment à cause de ses premières expériences avec Gainsbourg, dont les textes comportaient souvent des sous-entendus sexuels qu'elle ne comprenait pas entièrement à l'époque. L'un des exemples les plus célèbres est « Les sucettes », une chanson qui l'a profondément humiliée lorsqu'elle en a découvert la double signification. À cette stagnation artistique s'ajoutait la dimension émotionnelle de sa relation avec Claude François, grande vedette de la pop française, avec qui Gall avait vécu une romance très médiatisée et finalement tumultueuse. Leur rupture avait précédé de peu sa victoire à l'Eurovision, et François aurait été furieux qu'elle réussisse sans lui. Le poids émotionnel de cette relation la poursuivrait pendant des années. En 1973, Gall fut présentée à Michel Berger, alors compositeur, producteur et auteur-compositeur en pleine ascension, qui avait déjà écrit des succès pour Françoise Hardy et Véronique Sanson. À l'époque, il était également directeur musical chez Warner Music France. Leur rencontre initiale, organisée par un ami commun, avait un but strictement professionnel. Gall cherchait à relancer sa carrière et voulait réorienter son identité artistique. Cette rencontre se transforma rapidement en collaboration créative. Berger écrivit « La déclaration d'amour pour Gall » en 1974, un titre qui devint un succès radio et marqua une rupture nette avec son image yéyé. Ce fut un tournant. Leur synergie artistique se poursuivit avec des chansons comme « Si »,« Maman »,« Si », ils jouaient du piano debout, « Résiste » et évidemment, autant de titres révélant des paroles plus mûres, plus émotionnelles et plus engagées que celles de son répertoire précédent. L'écriture de Berger correspondait parfaitement au désir croissant de Gall de se détacher de l'image infantilisée des années 1960 et d'adopter une musique plus introspective, politiquement consciente et stylistiquement ambitieuse. Leur partenariat devint également amoureux. En 1976, ils se marièrent lors d'une cérémonie privée à Paris. La même année, ils sortirent leur premier album en tant que couple marié, et les années suivantes les consacrèrent comme l'un des duos les plus acclamés, commercialement et artistiquement, de la musique française. Leur mariage donna naissance à 2 enfants, Pauline et Raphaël. Pauline reçut plus tard un diagnostic de mucoviscidose, une épreuve qui marqua profondément la vie personnelle et artistique du couple. Commercialement, les années 1980 furent leur décennie la plus faste. Berger et Gall enchaînèrent les succès, dont Ella, Ella, un hommage à la légende du jazz Ella Fitzgerald, qui devint un succès international. La chanson se classa en tête des charts dans plusieurs pays européens et consolida la réputation de Gall comme bien plus qu'une ancienne idole yéyé. L'album Babacar, inspiré de la rencontre de Gall avec un enfant sénégalais prénommé Babacar, affirma encore davantage son engagement envers des thèmes humanitaires et féministes.
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, leur partenariat artistique était devenu indissociable de leur identité de couple. Berger avait également acquis une immense reconnaissance grâce à son opéra rock Starmania, auquel Gall participa régulièrement ou dont elle bénéficia indirectement du succès. Ensemble, ils travaillèrent sur l'album Double Jeu en 1992, leur ultime projet commun, destiné à être adapté en tournée. Pourtant, derrière cette réussite, des tensions commençaient à s'accumuler, pression professionnelle, fatigue personnelle et inquiétudes liées à la santé, autant de facteurs qui culmineraient dans une tragédie au cours de la même année. Le jour où tout a basculé. La mort de Michel Berger, le 2 août 1992, fut officiellement attribuée à un arrêt cardiaque brutal, mais les circonstances qui y menèrent étaient bien plus complexes que ce que le public comprit à l'époque. Plus tôt dans l'après-midi, alors qu'ils jouaient au tennis sous une chaleur estivale écrasante dans leur villa de Ramatuelle, Berger avait ressenti une première douleur thoracique que des témoins décriront plus tard comme anormalement intense. Ceux qui étaient présents se souviennent qu'il était devenu pâle, essoufflé et visiblement en détresse avant d'interrompre le match. Bien que la gêne se soit progressivement atténuée, les symptômes qu'il présentait correspondaient à ceux d'un début d'infarctus. Malgré cela, il rassura tout le monde, y compris France Gall, affirmant qu'il était simplement épuisé et avait besoin de se rafraîchir. Cette réaction correspondait à son comportement des semaines précédant son décès. Amis, collaborateurs et sources médicales ont confirmé plus tard que Berger souffrait depuis quelque temps d'une fatigue persistante, d'essoufflements répétés et d'épisodes ponctuels de douleurs thoraciques, surtout en période de stress. Il travaillait récemment sur plusieurs projets très exigeants. De nouvelles adaptations de Starmania, la production de groupes américains à Los Angeles, ainsi que la préparation de la promotion de Double Jeu, l'album qu'il venait d'achever avec Gall. Ajouté aux tensions émotionnelles liées à la dégradation de l'état de santé de leur fille Pauline, cette charge de travail l'avait littéralement vidé. Plusieurs proches ont plus tard remarqué qu'il semblait physiquement affaibli, avec des cheveux grisonnants, une posture voûtée et un air de pression constante. Ce que Gall ignorait alors, et qu'elle ne découvrirait qu'après sa mort, c'est que Berger avait passé des examens médicaux quelques mois plus tôt, révélant une vulnérabilité cardiaque précoce. Son père, le professeur Jean Hamburger, l'un des médecins les plus respectés de France, était au courant de la situation et avait insisté pour que son fils prenne les médicaments cardiaques prescrits et poursuive un suivi en cardiologie. Berger n'en avait rien dit à Gall. Il ne suivait pas non plus régulièrement le traitement recommandé par son père. Les médicaments destinés à stabiliser son état et à réduire le risque d'un événement cardiaque majeur furent retrouvés plus tard dans un tiroir de la villa de Ramatuelle, à peine entamé ou totalement intact. Cet élément, longtemps gardé privé, bouleversa profondément la perception que Gall avait de la tragédie. Dans le documentaire évidemment diffusé en 2025, Jacques Attali, proche de la famille, déclara que Gall réagit non seulement avec une immense douleur, mais aussi avec une profonde colère en découvrant l'existence de ce traitement et la dissimulation de l'état de Berger. Selon Attali, elle était convaincue que, si elle avait été informée, elle aurait pu l'obliger à suivre son traitement, surveiller ses symptômes de plus près ou intervenir plus tôt dans l'après-midi de sa mort. Sa frustration s'étendait également au père de Berger, qui, bien qu'averti des risques médicaux, ne l'avait jamais alerté de la gravité de la situation. Découvrir qu'un traitement potentiellement salvateur se trouvait à portée de main, littéralement dans la pièce voisine, constitua, selon Attali, la révélation la plus douloureuse pour elle. Lorsque la seconde crise cardiaque, celle qui lui fut fatale, survint, peu après que Berger eut pris un bain pour se rafraîchir, le laps de temps ne permit aucune intervention. Lorsque Gall appela un médecin et que les secours arrivèrent, Berger était déjà en arrêt cardiaque complet. Les tentatives de réanimation échouèrent et il fut déclaré mort à leur domicile.
Des années plus tard, Gall évoqua le choc de réaliser que les signes avant-coureurs avaient été présents bien avant cet après-midi, mais qu'elle ignorait tout du danger médical qui s'aggravait. Pour elle, la tragédie devint indissociable du silence qui l'avait précédée, un silence qu'elle porta avec elle jusqu'à la fin de sa vie, les secrets douloureux de leur partenariat. En 2024, le journaliste et biographe français Yves Bigot publia une édition mise à jour de son ouvrage de référence, Michel Berger, L'homme qui chantait vrai, incluant de nouveaux éléments qui ont profondément modifié la compréhension publique de la relation Berger-Gall. S'appuyant sur des entretiens détaillés, avec d'anciens collaborateurs, amis et membres de l'industrie musicale, Bigot révéla que Michel Berger avait prévu de se séparer de France Gall durant la dernière année de sa vie. Cette décision, conclut-il, était étroitement liée à une relation sentimentale en cours avec Béatrice Grimm, un mannequin allemand et chanteuse en devenir installée à Paris à l'époque. Berger avait rencontré Grimm en 1991 lors d'un déplacement professionnel à Los Angeles où il repérait des talents et produisait des maquettes pour un nouveau groupe de rock américain sous Warner Music. Grimm, connu dans les médias européens pour une précédente relation très médiatisée avec le chanteur britannique Rod Stewart, venait de s'installer à Paris et avait été présenté à Berger par Jean-Paul Baudecroux, président de Énergie Radio. Leur première rencontre eut lieu lors d'un dîner et se transforma rapidement en collaboration artistique. Berger invita Grimm à une session de studio dans un local temporaire à Los Angeles où ils travaillèrent des exercices vocaux et des arrangements musicaux. Une session notable inclut une interprétation privée de You've Got a Friend de Carole King que Berger enregistra et conserva dans ses archives personnelles. Selon les recherches de Bigot, ce qui avait commencé comme un mentorat musical évolua progressivement vers une relation amoureuse suivie. Celle-ci dura environ 18 mois, Berger retrouvant Grimm lors de ses voyages transatlantiques réguliers, tout en maintenant sa vie familiale avec Gall et leurs 2 enfants à Paris et Ramatuelle. Des amis et collègues proches de Berger rapportèrent qu'il évoquait un détachement émotionnel dans son mariage et commençait à envisager un avenir en dehors de celui-ci. L'affaire, jamais rendue publique de son vivant, était devenue suffisamment sérieuse pour que Berger explore des options immobilières à Los Angeles et se renseigne sur des écoles bilingues pour ses enfants en Californie. Ces révélations, appuyées par des témoignages d'anciens agents immobiliers, de membres du personnel de Warner Music et même de connaissances familiales, confirmèrent que Berger prenait des mesures concrètes vers un avenir parallèle avec Grimm. Durant cette période, Berger maintenait sa vie domestique avec Gall et leurs enfants, tout en planifiant simultanément un futur séparé. Il explora des opportunités immobilières en Californie et en Suisse et discuta de l'inscription des enfants dans des écoles internationales. Des consultants éducatifs à Los Angeles confirmèrent plus tard que Berger s'était renseigné précisément sur des programmes bilingues à Santa Monica. Des agents immobiliers reconnurent également que des recherches informelles avaient été menées. Gall n'était au courant d'aucun de ces projets. Bigot rapporta que Berger confia à des proches qu'il ne se sentait plus engagé émotionnellement dans son mariage, même s'il continuait d'afficher une complicité artistique et des apparitions publiques avec Gall. Selon un témoignage, il se sentait émotionnellement étouffé. Des amis de Béatrice Grimm confirmèrent également que Berger évoquait la possibilité de fonder un nouveau foyer et de s'installer à l'étranger pour vivre plus ouvertement avec elle. Selon Bigot, Berger était même allé jusqu'à envisager la division du catalogue musical du couple, un détail que Gall ne découvrit que plus tard, en consultant la correspondance et les documents légaux retrouvés après sa mort. Malgré cette distance croissante, France Gall ne révéla jamais publiquement l'existence de cette relation. D'après ses proches, dont son amie de longue date Françoise Piaule, elle était consciente du comportement de Berger et l'avait confronté à plusieurs reprises en 1991 et 1992. Cependant, elle choisit le silence.
pour protéger leurs enfants, en particulier Pauline, malade, et pour préserver l'image soigneusement construite du couple, symbole national d'harmonie artistique et sentimentale. Comme le souligne Bigot dans Michel Berger, l'homme qui chantait vrai, Gall estimait que dévoiler la vérité détruirait non seulement sa vie privée, mais aussi la perception publique d'un duo idéal. Ce silence persista jusqu'aux derniers mois de sa vie, lorsque Gall commença à reconnaître l'ampleur de ce qui lui avait été caché. Dans des interviews et conversations privées, elle confirma que Berger avait pris des mesures pour séparer leur vie sans qu'elle en soit informée. La découverte la plus dévastatrice survint après sa mort en août 1992, lorsqu'elle trouva des médicaments cardiaques non ouverts dans un tiroir de leur maison, prescrits par le père de Berger, un médecin respecté. Elle ignorait qu'il suivait un traitement et encore plus que sa pathologie était grave. Des spécialistes indiquèrent plus tard qu'un usage plus précoce de ces médicaments aurait potentiellement pu modifier l'issue. Dans une conversation privée citée plus tard dans le documentaire W9, évidemment en 2025, Gall aurait confié que la révélation la plus douloureuse n'était pas l'affaire elle-même, mais d'avoir été tenue à l'écart des décisions cruciales, émotionnelles, logistiques et médicales, dans les derniers mois de son mari. Comme elle le dit à Françoise Piot, j'ai eu l'impression qu'il avait commencé à construire une nouvelle vie et qu'il avait oublié de me dire que je n'en faisais plus partie. Dans ses ultimes prises de parole publiques, Gall évita toute accusation directe, mais reconnut la distance émotionnelle qui avait marqué leur dernière année ensemble. Interrogée sur leur relation peu avant la mort de Berger, elle répondit simplement « Le plus difficile, c'est de voir que quelqu'un qu'on aime est déjà loin. » Ses proches confirmèrent plus tard qu'elle était hantée par les implications de ce qui avait été caché. Une collaboratrice de longue date rapporta ces mots. « Il ne voulait pas me blesser, je le crois, mais il ne m'a pas laissé la chance de me tenir à ses côtés dans ses derniers choix. » Un autre ami, anonymement, résuma ainsi « France disait toujours que le dernier geste de Michel était un geste d'amour, ne pas lui dire combien il souffrait. Mais une partie d'elle se demandait « Était-ce de la culpabilité, de la peur? Est-il mort en essayant de fuir la vie qu'ils avaient construite ?» Le rideau final. Dans les dernières années de sa vie, France Gall porta en elle des questions restées sans réponse au sujet des derniers mois de Michel Berger. Amis et collaborateurs confirmèrent qu'elle demeurait profondément marquée par les découvertes qu'elle fit après sa mort, ses projets de séparation, sa relation secrète et la gravité de ses problèmes de santé qu'il n'avait jamais révélés. Ces sujets ne furent jamais abordés publiquement de son vivant, mais selon ses proches, ils pesaient lourdement dans sa vie privée. Malgré ses doutes personnels, Gall continua de protéger l'héritage artistique de Berger. Elle participa au remastering de son œuvre, géra les droits d'exploitation et veilla à l'intégrité de leur catalogue commun. Professionnellement, elle resta dévouée à préserver l'image publique de leur partenariat. En privé, cependant, elle lutta avec l'idée que nombre des décisions prises par Berger en 1991 et 1992, y compris ses projets d'expatriation et son refus de suivre le traitement médical prescrit, avaient été faites à son insu. Après la mort de Berger en août 1992, Gall tenta de poursuivre la scène. Elle mena seule à bien la tournée double jeu ainsi que l'exploitation de l'album. Mais en 1993, elle fut diagnostiquée d'un cancer du sein. En 1997, sa fille Pauline mourut à 19 ans de la mucoviscidose. À la suite de ces drames, Gall se retira de la vie publique. Elle refusa la plupart des interviews et apparitions pendant plus d'une décennie. Dans un entretien accordé à Paris Match en 2012, elle déclara « Je ne voulais pas chanter pour un monde qui m'avait tout pris. » Son unique véritable retour eut lieu en 2015 avec la comédie musicale Résiste, un spectacle construit autour du répertoire de Berger. Lors de la promotion, Gall évoqua très brièvement leur relation.
Elle reconnut une distance émotionnelle durant la dernière année de leur mariage, affirmant « Les gens pensent que notre histoire était parfaite, mais chaque note que nous chantions cachait un silence. » Dans les mois précédant sa mort, Gall devint plus franche dans ses conversations privées. Elle confirma que le père de Berger lui avait prescrit un traitement cardiaque, resté inutilisé et jamais mentionné dans leur foyer. Selon des proches, cette découverte, l'idée que Berger aurait pu éviter le pire s'il avait suivi son traitement, la blessa profondément. Une assistante de longue date déclara dans le documentaire évidemment « C'est ça qui l'a brisé, pas l'affaire, pas les mensonges, mais de savoir qu'il aurait peut-être pu être sauvé et que personne ne lui a laissé la chance d'essayer. » France Gall est morte le 7 janvier 2018 des suites d'un cancer. Les hommages publics célébrèrent son apport à la pop française et son rôle dans l'histoire musicale du pays. Mais pour ceux qui la connaissaient vraiment, il était clair que ces dernières années furent marquées non seulement par le deuil, mais par des questions sans réponse. L'image du couple artistique uni perdura, mais la réalité était plus complexe et resta en grande partie tue. France Gall n'a jamais écrit de mémoire. Elle parla rarement de Michel Berger. Mais avant sa mort en 2018, elle révéla enfin la vérité. Il avait prévu de partir, entretenait une relation secrète, et le médicament qui aurait pu le sauver se trouvait dans la maison depuis le début. Michel fuyait-il la vie qu'ils avaient reconstruite ensemble? France l'a-t-elle pardonné? Ou a-t-elle simplement protégé le mythe pour leurs enfants et pour la musique? Et s'il avait vécu assez longtemps pour partir, aurait-elle un jour dit la vérité? Dites-nous ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires restées dans l'ombre.